En Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien El Abdourahmane Sangaré a tenu ce week-end son 4e congrès ordinaire. L'événement a consacré l'ancien président Laurent Gbagbo, chef du parti. Au Mali, après l'annonce des résultats provisoires du premier tour de la présidentielle, les accusations de fraude, notamment à Gao dans le nord du pays, ravivent les tensions ethniques. Au Zimbabwe, les familles éplorées des violences post-électorales enterrent leurs morts. Au nombre d'elles, la famille d'Ismaël Koubéré, une victime collatérale de la bavure policière ayant suivi les manifestations de protestation. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur SICA. En Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien FPI, El Abdourahmane Sangaré, a tenu ce week-end son 4e congrès ordinaire. L'événement a consacré l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, jugé à La Haye pour crime contre l'humanité, chef du parti. Plus de précisions à travers ce reportage. Pour son 4e congrès ordinaire, le Front populaire ivoirien FPI des inconditionnels de Laurent Gbagbo s'est réuni à Mossou à 1 heure d'Abidjan. Après 2 heures d'intenses activités, les militants ont reconduit à la présidence du parti le seul candidat légitime à leurs yeux, Laurent Gbagbo. Seul candidat en lice, l'ancien président ivoirien, présentement jugé à La Haye pour crime contre l'humanité, a été élu à la satisfaction générale avec plus de 97,5% des voix exprimées. Pour ces inconditionnels, l'homme, à lui tout seul, constitue le chaînon manquant pour délivrer et réconcilier la Côte d'Ivoire. Si son intérim est meneur de la fronde au sein du FPI, Abdourahmane Sangaré a pour premier objectif la sortie de prison de l'ex-homme fort de la Côte d'Ivoire, il garde en ligne de mire sa lutte pour une nouvelle commission électorale, jugeant l'actuelle trop favorable au président Alassane Ouattara. Ce congrès intervient exactement 1 semaine après celui ayant consacré la réélection pour un mandat de 5 ans de Pascal Affi-N'Guessan à la tête de la seconde aile du FPI. Les deux camps rivaux réclament tous comme leader charismatique Laurent Gbagbo. Premier ex-chef d'État remis à la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo est écroué depuis fin 2011 à La Haye, où il est jugé par la CPI pour crimes contre l'humanité présumés commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011, ayant fait plus de 3000 morts. Le porte-parole de Moïse Katumbi a annoncé ce dimanche que l'opposant congolais en exil va saisir toutes les instances après avoir été empêché vendredi et samedi de rentrer en République démocratique du Congo. Il devait s'y rendre en effet pour déposer sa candidature à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. Ex-proche du président Joseph Kabila passé à l'opposition en 2015, Moïse Katumbi, qui a quitté la RDC en mai 2016 pour des raisons médicales, avait annoncé son intention de rentrer au pays ce vendredi matin pour déposer sa candidature à la présidentielle du 23 décembre avant la date butoir du 8 août. Mais à la veille de son retour, le parquet avait souligné dans un communiqué qu'il était inculpé pour atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'État et qu'il serait en état d'arrestation immédiate en cas de retour. Suite à cette décision, la plateforme électorale Ensemble a indiqué que l'opposant a renoncé ce vendredi à atterrir à Lubumbashi pour rentrer en République démocratique du Congo et va maintenant tenter de regagner son pays par la Zambie. Or, la voie principale conduisant vers la Zambie est bloquée par un camion placé en travers de la voie, juste avant le péage marquant la sortie de Lubumbashi, a constaté un journaliste. Moïse Katumbi, qui devait partir de Johannesburg, était injoignable dans la matinée. Son entourage ne pouvait pas confirmer qu'il avait bien quitté l'Afrique du Sud. À noter que l'opposant est également poursuivi pour recrutement de mercenaires présumés. Son procès a été renvoyé au 10 octobre. Au Mali, après l'annonce des résultats provisoires du premier tour de la présidentielle, les accusations de fraude électorale lancées par l'opposition à l'encontre du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta font craindre le pire. À Gao, dans le nord-est du pays, les dites accusations ravivent du moins les tensions ethniques entre les populations. Reportage. Passé le premier tour de la présidentielle, Gao n'a rien perdu du calme olympien l'ayant caractérisé le jour du vote.
Dans cette région où l'État est peu ou pas présent, les groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015, principalement Touareg, ont participé à la sécurisation du vote. Une contribution somme toute salutaire. Seulement, plusieurs habitants de Gao accusent vertement le parti présidentiel d'en avoir profité pour partiser avec eux afin de truquer le scrutin. Les bourrages là, on a appris parce que combien chez Wadi, quand il y a 5000 personnes, on bourre jusqu'à 6000 personnes. Ça c'est des bourrages. C'est des bourrages. C'est trop. On connaît les zones nomades là. On connaît comment. Quoique déçus de la fraude manifeste à leurs yeux, ils veulent bien croire que l'espoir est toujours permis. Parce qu'on entend le mot espoir, parce que dans toutes les crises, là, les moments où ils ont fait les élections, on avait Ismaïla Cissé, il a fait l'espoir pour le Mali, on espère quelque chose. Les moments où il y a les crises, IBK devrait être en pouvoir, on a voté pour lui. On pensait qu'il y aura des changements, il y aura la paix au Mali. Mais on voit que dans 5 ans, il n'est pas pu faire rien. Pour l'opposition, la seule alternative crédible a pour nom Soumaïla Cissé. Dimanche, son entourage a annoncé avoir saisi la Cour constitutionnelle du pays pour bourrage d'une violation de la loi électorale, irrégularité par le camp d'IBK. Parallèlement, les tractations se poursuivent de part et d'autre en vue des consignes de vote comptant pour le second tour. Au Zimbabwe, la famille et les amis de Sylvia Mafosa, décédée au cours des violences post-électorales à Harare, se sont rassemblés pour ses funérailles. Il faut dire qu'après un vote dans le calme, la situation a dégénéré mercredi dernier lorsque la police et l'armée ont réprimé une manifestation de l'opposition faisant au moins 6 morts. Voici les images. L'émoi est à son comble. Tout un village réuni pour rendre un dernier hommage à l'un des siens qui ne reverra plus jamais. Ismaël Komiré, vendeur de rue dans la fleur de l'âge, a froidement été abattu par l'armée, l'ayant confondu aux manifestants contre la victoire annoncée du président sortant Emmerson Mnangagwa. C'est très douloureux. C'est arrivé juste après qu'on ait voté. À quoi ça sert de voter dans ce cas-là? Juste après le vote, un de vos proches est tué. Ironie du sort, Ismaël reste un militant de la ZANU-PF et soutien du président sorti Emmerson Mnangagwa, reconduit à la tête du pays. Ismaël était un vendeur de rue. C'était pas un activiste politique, mais il soutenait le parti au pouvoir. Et c'est ce même parti au pouvoir qui l'a tué. Tout un village éploré, mais également une veuve qui ne se remettra pas de sitôt d'une séparation aussi brutale qu'inattendue. Je ne peux rien faire. Je n'ai pas de travail. Il ne voulait pas que je travaille parce qu'il disait qu'il pouvait s'occuper de sa famille. Je ne peux même pas faire le travail qu'il faisait. Comment je vais m'occuper des enfants? Comment? Il faisait tout pour ses enfants. Ismaël Komiré s'en est allé, laissant derrière lui une veuve et 4 orphelins. Ces premières élections post-Mugabe étaient censées être la démonstration qu'il y a un nouveau régime respectueux cette fois des libertés publiques. Mais l'intervention musclée de l'armée avec à la clé 8 morts a semblé envoyer tout autre signal. Les attentats terroristes sont le pain quotidien de la population somalienne, mais cela n'a pas empêché un Somalien de la diaspora de rentrer au pays pour lancer son entreprise de lait de vache à boire, la première de la Somalie, et ceci malgré les réticences traditionnelles de la population à consommer du lait de vache. Faire boire du lait de vache à ses compatriotes, c'est le pari fou d'un Somalien tout juste rentré au pays après 25 ans d'exil au Royaume-Uni. L'entrepreneur optimiste a décidé de braver la menace constante d'attentats terroristes à Mogadiscio pour lancer son usine. L'un de nos principaux défis est l'insécurité. Parfois, ma camionnette ne peut pas livrer le lait aux clients parce que les forces de sécurité bloquent les rues. L'usine pasteurise et conditionne 2000 litres de lait par jour. Le patron de cette toute jeune entreprise est prêt à révolutionner les habitudes alimentaires de ses compatriotes. En Somalie, on considère en général que le lait de vache frais est mauvais pour la santé et on lui préfère le lait en poudre ou de chamel. Le lait frais est très bon, nos clients commencent à en consommer.
Quand nous passons commande, le lait est livré en temps et en heure. Et les patrons de cette société sont très impliqués pour la communauté locale. Son lait, le patron de l'usine l'achète à des sociétés d'élevage de vaches basées à Mogadiscio, comme Some Milk, qui produit également ses propres yaourts. Pour le propriétaire, les affaires se portent plutôt bien. Au début, nous avons démarré avec 6 vaches et maintenant nous en avons 54. Nous en avons acheté certaines et d'autres sont nées ici. Nous produisons maintenant 600 litres de lait par jour. Encourager la production locale pour promouvoir l'économie, populariser la consommation de lait à travers le pays, les objectifs de ces entrepreneurs sont clairs. Le patron d'Irman Dairy a déjà anticipé la hausse de la demande en produits laitiers. Il voudrait bientôt multiplier par 5 sa production. L'instant sport de cette édition, c'est dans un court instant. Bonjour. Kodjovi, Amentano, bonjour. Alors, le Cameroun prépare activement donc sa CAN, puisque d'ailleurs c'est le pays qui détient donc le trophée et doit pouvoir donc vouloir se succéder à lui-même. Et là-dessus, il faut oublier ses armées, c'est un duo néerlandais qu'ils ont choisi. Tout à fait, un duo néerlandais plutôt surprenant. Et c'est Pierre Ismaël Bidoumpat, ministre des Sports camerounais, qui a décidé de donner les rênes de la sélection donc au tandem inédit Clarence Seedorf, Patrick Kluivert. C'était en conférence de presse samedi dernier. Pour rappel, Seedorf a coaché le Milan AC, puis le Deportivo La Corogne, tandis que Patrick Kluivert était l'adjoint de Louis van Gaal au Mondial 2014 avec les Pays-Bas, puis le directeur du football du PSG jusqu'au printemps 2017. Le duo de légende néerlandaise aura pour objectif majeur, vous en avez parlé, la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Les Lions indomptables, tenants du titre, accueilleront cette compétition. Mineur de jeu, puis finisseur de l'équipe néerlandaise, ce duo, ce choix est-il justifié selon vous? C'est un choix un peu, je dirais, bizarre, parce que être un grand international ou être néerlandais n'est pas gage d'être un grand technicien, un grand tacticien. C'est évident que les intentions du Cameroun, c'est d'avoir un fond de jeu, une équipe qui joue bien, parce qu'on sait que les préceptes néerlandaises, c'est le jeu en mouvement, le tiki-taka, comme on l'a exporté à Barcelone avec succès, notamment avec, bien évidemment, Louis van Gaal, ou beaucoup de générations néerlandaises qui sont passées par le Barça, Kluivert notamment. Donc, autant d'éléments qui font penser que le Cameroun a envie de jouer au football. Maintenant, est-ce que c'est ce duo-là qui est le plus indiqué? Le temps nous dira ce qu'il en adviendra. On reste rapidement avec le Cameroun pour parler d'un attaquant camerounais, Samuel Eto'o-Fils. L'homme continue de jouer. Il vient donc de résilier son contrat avec Konyaspor. Le club turc a officialisé vendredi dernier la résiliation donc du contrat qui le liait à l'ancien attaquant du Barça de l'Inter Milan. À 37 ans, l'ex-international camerounais est libre. En Turquie, il avait inscrit 6 buts en 14 apparitions. Une autre brève rapidement sur un joueur africain, c'est l'ancien joueur d'Auxerre de Lorient de Monaco, Alain Traoré, qui s'est engagé avec Berkane. C'est un club de première division marocaine, c'est surprenant, parce qu'à 29 ans, il était libre depuis la résiliation de son contrat avec Al-Mar, qui a un club qatari, au printemps dernier. C'est sans doute des problèmes récurrents de santé qui ont donc mis un terme à la grande carrière qu'il aurait pu avoir en Europe. Allez, au niveau de l'Europe, justement, au Barça, des mouvements dans le sens des départs comme des arrivées. Tout à fait, et c'est Alex Vidal qui retourne à Séville en échange de 8 millions d'euros, pour qui se souvient qu'il était arrivé à Barcelone il y a 2 ou 3 ans pour 17 millions d'euros. C'est donc un flop, il n'a pas réussi tout ce qu'on attendait de lui à Barcelone. Mais un Vidal peut en cacher un autre. 2 jours après donc avoir officiellement signé, c'est Arturo Vidal qui pose sous les couleurs du club catalan, comme vous pouvez le voir. Il est venu pour environ 20 millions d'euros, une expérience européenne de plus. Un autre catalan, c'est Moussa Wagué, le jeune latéral sénégalais qui a rejoint lui le Barça B.
il devra donc évoluer en D3 et pourquoi pas progressivement rejoindre l'équipe première. On aurait pu parler de Community Shield et trophée des champions qui se jouaient ce week-end. Il faut rappeler quand même que le PSG a étrayé Monaco 4-0 donc, pour remporter donc, ce trophée des champions. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur Sika et ses différents sites. Restez donc en notre compagnie. Au revoir.